Hello à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro, cette fois-ci pas de Comics et vous, mais je reprends un ancien format, la consultation du 9e art, ce qui va me permettre de m'étaler peut-être un peu plus, et même si on parle comics, on va parler comics plus indépendants, et donc on va sortir un peu des sentiers battus et de ce qu'on pourrait lire en ce moment, pour revenir sur, comme je vous le disais dans la dernière vidéo, de l'univers Ghost Machine ou Mad Ghost, selon comment vous voulez le préciser. Donc cet univers Ghost Machine, c'est un univers qui a été créé il y a à peu près 2 ans maintenant, sous le label Mad Ghost de Geoff Johns. Geoff Johns qui est un des grands auteurs scénaristes de DC Comics notamment. Il n'a pas fait que ça, mais sur DC Comics, il est quand même passé sur quasiment tous les personnages avec un succès quand même assez conséquent. Depuis donc 2023, il a lancé son label Ghost Machine et il a emmené avec lui quelques amis, parmi lesquels Ivan Reyes, Gary Frank, Brian Hitch, Peter G. Tomasi au niveau du scénario également, Andrea Mutti, etc., etc. Donc que du beau monde. Et l'idée, c'était de créer un label indépendant chez Image Comics. Et donc, ce label indépendant, est-ce qu'il vaut le coup? Il est édité en France. Alors, pas tout est édité, mais ça, on va le revoir. Il est édité en France chez Urban Comics. Donc, est-ce que ce label Ghost Machine vaut le coup? Qu'est-ce que ce label Ghost Machine? La consultation du 9e art va répondre à toutes ces questions. Alors, l'univers Ghost Machine, comme je vous le disais, ça vient d'une création finalement de Geoff Johns. Geoff Johns, scénariste, parmi les scénaristes les plus connus des années 2000, qui a fait notamment Batman Terre 1, Doomsday Clock, les 3 Jokers sur Batman aussi, qui est peut-être un cran en dessous pour les puristes de Batman. Mais toujours est-il que Geoff Johns, du Green Lantern aussi, j'allais oublier, il a une très bonne partie sur Green Lantern, sur Superman, le dernier fils. Enfin bref, on pourrait citer énormément de titres qu'il a produits, coproduits, et qu'il a vraiment fait du très très bon travail. Et l'idée, je pense, de Geoff Johns en année 2022-2023, c'était de se consacrer à un label où il pourrait en tirer toutes les ficelles et surtout avoir son indépendance vis-à-vis des 2 grandes maisons d'édition et surtout de DC pour avoir la cadence à sa mesure, mais aussi pouvoir éditer des choses beaucoup plus indépendantes et finalement révéler des choses qu'il n'avait pas forcément montrées chez DC. Donc c'est sur le label Mad Ghost qu'il va créer l'univers Ghost Machine, ou peut-être plus la galaxie, puisque cette galaxie Ghost Machine va se décliner en 4 univers différents, on va les voir. Et dans cet univers, ce qui est très intéressant également, c'est qu'il n'est pas venu seul, puisqu'il a ramené quand même des grands noms du dessin, mais aussi du scénario avec Peter G. Tomasi. Mais côté dessin, on a quand même du très très lourd. Jason Fabok, Gary Frank, Ivan Reyes, Brian Hitch, juste ces 4 noms-là, c'est quand même du très très lourd et du très très bon au dessin. Donc rien que ça donne envie et ça attise la curiosité de se dire, finalement, est-ce que c'est pas un label qui vaut le coup? Et puis, rajouter à tout cela, tous les titres vont être publiés chez Image Comics, et on sait qu'Image Comics, notamment avec le Millar World par exemple, a toujours laissé cette liberté, notamment aux créateurs, de faire ce qu'ils voulaient et de produire des titres indépendants. Donc, c'est avec ce contexte-là que, à la New York Comic Con de 2023, est révélé Ghost Machine et les univers qui sont attenants à Ghost Machine. Alors, au tout début, 3 des 4 univers qui sont maintenant bien définis ont été décrits, mais on va parler de ces 4 univers. Alors, il y a un premier univers qui est l'univers The Unnamed, qui est finalement peut-être celui qui est le mieux connu de la part des gens, puisque The Unnamed, il va regrouper en fait des histoires qui vont jalonner l'histoire des États-Unis, du XVIIIe siècle avec Simon Pure et Redcoat, jusqu'à une ère post-apocalyptique, dans un futur finalement pas très loin, hein, je crois que c'est 2040 ou 2050, notamment Geiger, et tout cet univers The Unnamed, finalement s'intéresse à des inconnus au départ qui vont être touchés par un fait, par de la magie, par de la radioactivité, en tout cas par un fait qui va les toucher aux États-Unis, qui sont reliés à l'histoire, alors une histoire alternative des États-Unis bien évidemment, mais quand même à une histoire des États-Unis, et que pour une raison X ou Y, ces inconnus vont prendre part à cette grande histoire et vont avoir un rôle à jouer dans cette grande histoire et devenir des héros parfois malgré eux. Et donc ça c'est le pitch initial de The Unnamed. Alors dans The Unnamed, comme je vous le disais, il y avait Geiger, il y a aussi Redcoat, on va retrouver aussi Dunkard Joe,
Au départ, Ghost Machine partait avec ce numéro-là, qui est le premier numéro d'introduction et qui introduisait surtout l'univers de The Unnamed, mais aussi l'autre univers plus futuriste que l'on va voir juste après. Et donc, chez Urban sont sortis donc, les The Unnamed Geiger. Il y a aussi John Carjo que je n'ai pas, mais qui va apparaître également. Et puis, le fameux Red Coat que j'ai là, qui contient aussi également un one-shot qui est The Blizzard, qui est dessiné par Andrea Mutti et qui lui aussi se passe dans l'univers Unnamed, une histoire plus marginale mais qui vaut quand même le coup d'être lu. Donc je vous disais, le premier univers c'est l'univers The Unnamed. Deuxième univers, on va se projeter dans le futur avec ce fameux Rook Exodus, et là on se projette vraiment dans un futur un peu plus lointain puisqu'on est au 22e siècle et on n'est surtout pas sur Terre, on est sur une autre planète, et donc l'histoire va se passer sur cette autre planète, on va y revenir. Puis il y a un label plus horrifique aussi, où finalement, après avoir eu un label, une partie, plus terre-à-terre avec des héros terre-à-terre, une vision futuriste, il y a aussi une vision horrifique, et c'est le troisième univers. Dans ce troisième univers, on va retrouver Hyde Street, dont on va parler, et donc qui s'intéresse au côté horreur que veut explorer Geoff Johns. Et puis le dernier univers n'est pas exploré par Geoff Johns, mais par Peter J. Tomasi, qui est un univers basé sur un déplacement d'une famille dans le temps et l'espace. Et donc là, on va plutôt avoir des thématiques donc d'Uchronie, de comment se déplacer dans le temps, dans l'espace. Enfin, il y a beaucoup de choses qui vont être traitées dans cet univers-là. Et c'est l'univers des Rockefellers. Donc voilà, c'est un univers dont je vous parlerai moins puisque c'est pas quelque chose qui a été réédité en France et que je n'ai pas lu en VO. Je m'en suis juste documenté pour vous le présenter dans un but d'être exhaustif, mais je pourrais pas aller plus loin et être totalement pertinent sur ce sujet. Donc voilà, j'en parle. Et donc, comme je vous le disais, ça n'a pas été encore édité en France. Peut-être que ça le sera notamment via Urban. Il faudra voir dans les prochains mois. Pour l'instant, il me semble qu'il n'y a pas d'infos à ce sujet. Ces 4 univers, maintenant que vous les avez en tête, on va commencer par le premier univers, c'est l'univers The Unnamed. Allez, on va commencer par Geiger. Donc Geiger qui était sorti initialement dans la sélection Urban Indies il y a quelques temps. Et d'ailleurs, c'était très marrant puisqu'il n'y avait pas de numéro quand on regardait au niveau du dos, et il était décrit comme un récit complet. Puisque, effectivement, ça s'était arrêté plus ou moins dans la série et que ça a repris par la suite. Et donc, c'est pour ça que d'ailleurs, il note tome 2 sur la suite. Donc Geiger, on se trouve donc dans un futur post-apocalyptique après que le feu nucléaire ait atteint les États-Unis, ce qui a rebattu les cartes au niveau des gens qui sont dans cet univers post-apocalyptique, avec des nouveaux statu quo, notamment là on était dans la périphérie d'une grande ville, je crois que c'est Los Angeles si je dis pas de mémoire, top, donc avec des nouveaux statu quo pour chaque personnage, et on va se concentrer sur un homme qui, quand il s'énerve, va devenir fluorescent et radioactif et va avoir des super pouvoirs qui, on va le comprendre très rapidement, sont liés justement à cette bombe nucléaire. Et donc, on a du mal à comprendre pourquoi au début cet homme, qui est vu comme une légende par les autres personnes et comme l'homme fluorescent notamment, il va défendre à tort et à travers un bunker où en fait on comprend très rapidement que sa famille est dans ce bunker. Et donc je vous laisserai à partir de ce pitch initial comprendre comment les choses peuvent évoluer. Ce qui est très marrant, c'est qu'il y a d'autres personnages à côté. Bien évidemment, il y a son chien loup à 2 têtes, Barney, mais son chien loup à 2 têtes qui va toujours l'accompagner, qui est super intéressant. Et ce qui est très intéressant, c'est bien évidemment, comme souvent dans le post-apocalyptique, c'est comment les gens vont survivre à cette ère post-apocalyptique, comment le scénario va s'adapter à au fait par exemple qu'il y a des retombées radioactives, que les gens vont devoir justement survivre dans tout ça. Et ça, je trouve que c'est très bien traité de la part de Geoff Johns. Ce nouveau statu quo, notamment avec certains parrains qui vont dans une ville protégée, régner en maître, et que finalement, voilà, il y a encore ce statut dans la société où on va avoir des gros bonnets qui vont gérer et d'autres personnes plus faibles. Là aussi, je trouve que c'est très bien traité, ce nouveau contexte et ce nouveau rapport de force dans cette pseudo-société post-apocalyptique. Et justement la gestion des terres dévastées, un peu dans ce qu'on peut retrouver par moment, hein, c'est pas copier-coller, mais ce qu'on peut retrouver des fois dans Fallout. Je parle plutôt du jeu, pas forcément de la série, même si la série est quand même très liée au jeu, mais pour ceux qui ont notamment joué à Fallout New Vegas, je pense qu'ils comprendront. On a quelques teneurs de tout ça qui sont très bien traitées. Et puis,
Comment ne pas parler du dessin? Le dessin, c'est Gary Frank. Et Gary Frank, c'est quand même sublime, hein. Il n'y a rien à dire, franchement. Gary Frank, il gère toujours au dessin. Des fois, il n'y a même pas besoin de beaucoup de texte. Juste le regard de Gary Frank et des personnages faits par Gary Frank sont juste incroyables. J'essaye de vous trouver, sans trop vous spoiler, on peut reprendre cette image-là, voilà, où on voit justement le personnage principal qui est Tariq Geiger, ou Geiger pour les intimes. Et donc, c'est lui qui va devoir finalement survivre. Et aussi, et ça c'est plutôt ce qu'on apprend dans le tome 2, essayer, après le bouleversement de son statu quo dans le premier épisode, donc dans le tome 2 ici, finalement commencer à reconstituer son passé, aller aussi de l'avant. Et ce que je trouve aussi, ce qui est bien dans ce tome 2, c'est qu'il ne reste pas sur les acquis du tome 1, c'est toujours en mouvement, on est sur un récit qui avance avec des finalités, on n'est pas sur quelque chose où on se dit en 5 numéros ou 6 numéros, on va pas forcément avancer. On est sur une histoire et une dynamique assez traditionnelle aussi dans l'évolution de ce que peut faire Geoff Johns. Et je trouve que de tout ce que j'ai pu lire sur Ghost Machine, finalement, The Unnamed, c'est la série qui me plaît le plus, dans l'évolution, dans ce que je peux voir dans le personnage. Pour moi, c'est un vrai héros et en même temps un peu anti-héros. Il y a toujours cette ambivalence qui est très bien traitée de la part de Geoff Johns. Et puis, encore une fois, les dessins de Gary Frank, c'est une tuerie. Franchement, même sur son chien loup, il y a rien à dire. C'est incroyable. Gary Frank est vraiment au top. On sent qu'il y a de la liberté dans ce qu'il peut faire. Que en plus, les deux se connaissent très très bien, ont déjà énormément travaillé ensemble, ce qui fait énormément, mine de rien, pour un comics. Voilà, donc on est sur quelque chose qui est très sûr. Et finalement, si je devais vous conseiller de commencer l'univers The Unnamed parmi les 3 séries majeures, alors John Carjo, j'ai juste lu quelques titres en VO, j'ai pas lu tout du recueil, mais ça m'avait moins capté. Pourtant, ça en reste assez bien. Des retours que j'ai pu en avoir, des avis que j'ai pu lire par-ci, par-là, ça a l'air d'être très bien, mais je vous en parlerai pas parce que là, je l'ai pas lu en entier. Donc, mais de tous, je trouve que ce tome-là est peut-être le tome le plus facile de prise en main et d'entrer dans l'univers Ghost Machine et en particulier dans l'univers The Unnamed. Ensuite, dans The Unnamed, je vous disais, il y avait Redcoat. Donc Redcoat, c'est Simon Pure. Simon Pure qui est un combattant, mais un combattant avec pas beaucoup de pureté, comme son nom l'indique, et pas beaucoup de courage, puisqu'il va jouer plus ou moins les traîtres pour un côté et de l'autre lors de la guerre de sécession. Et donc il se retrouve malgré lui au sein d'un rituel magique qui n'aurait pas dû le toucher, qui va le rendre immortel. Et en fait, on va le suivre lors de ses pérégrinations et on va le retrouver un siècle plus tard, même plus d'un siècle plus tard de mémoire. Et il va rencontrer, et c'est pour ça que le tome 1 s'appelle Einstein et l'immortel, c'est qu'il va rencontrer le tout jeune adolescent Albert Einstein. Et moi, je trouve que le parti pris de se dire il va rencontrer Albert Einstein, qui est enfin voilà, que ça soit en plus un enfant, qu'il l'accompagne comme finalement un Batman Robin, mais un Batman Robin vraiment jambes cassées, parce que autant Redcoat que Einstein, c'est vraiment des bras cassés dans l'histoire. Et c'est ça qui est marrant aussi, c'est que c'est un héros sans être un héros. Là encore, je trouve que c'est très bien traité, ce concept d'ambivalence, de se dire « Ah, il a quand même un côté héros, il est immortel, il peut faire des choses de ouf. » Et en fait, non, c'est juste un humain. Et en plus, il a des relents un peu de traître et de poule mouillée. Donc, il va essayer de naviguer dans ce monde-là. Et en même temps, malgré lui, il va devenir héros. Et je trouve que c'est ultra bien traité de la part de Geoff Johns. Et de la même manière que sur Geiger. Alors, Geiger, on est plutôt sur le versant où ça veut être un solitaire et il veut pas forcément se mêler aux choses, mais les choses vont venir à lui et il va devenir héros malgré lui parce qu'il reste une conscience. Et bien c'est pareil pour Redcoat finalement. Il y a ce truc-là où c'est un homme qui veut essayer de passer sous les radars et finalement de vivre une vie un peu de lâche, entre guillemets, où il veut pas trop se mouiller. Et finalement, malgré lui, il se retrouve au centre de l'échiquier à devenir héros malgré lui. Et donc, là aussi sur Redcoat, c'est bien fait. Par moments, l'action est un peu confuse. Et du coup, on se retrouve pas très bien où on en est. C'est un peu plus confus, je trouve, que dans Geiger. Je suis pas sûr que ça soit le dessin. Je pense que c'est vraiment juste la narration qui m'a paru un peu confuse, notamment dans les 2 premiers numéros. Mais je trouve que c'est gommé par la suite. Et puis, il y a aussi dans ce tome-là The Blizzard. Et on va revenir par la suite dessus.
Et puis ce que je trouve aussi assez sympa, c'est l'évolution avec Einstein, que je vous laisserai découvrir, qui est vraiment très sympa. Au dessin, Brian Hitch aussi très grand dessinateur, peut-être un peu moins détaillé, je trouve, que Gary Frank, mais Gary Frank pour moi c'est voilà, c'est incroyable, mais là aussi on est quand même sur du grand dessinateur, des grands moments là aussi, et je trouve que dans l'action il se débrouille également très bien, Brian Hitch. C'est pour ça que je dis par moment dans l'action ça peut être un peu confus, mais je pense que c'est plus la narration pour une fois qui me paraît un peu plus confuse. Voilà une image avec Redcoat et le jeune Einstein. Je vous laisserai découvrir ça, vous voir si ça vous parle ce dessin-là, mais en tout cas c'est un très bon moment également. Et ce Redcoat-là, moi ça m'a plu. Pareil, The Blizzard, un one-shot qui finalement, sans prétention, arrive à là aussi capter le fait que on est sur des personnes qui sont normalement des reclus, comment dire, des marginaux de la société qui vont, pour l'un d'entre eux, devenir finalement un héros là aussi malgré lui, avec un dessin d'Andrea Muti qui m'a vraiment touché dans le dessin. Je trouve avec là pour le coup on n'est pas du tout sur le même type de dessin que Brian Hitch, que Gary Frank ou même que Jason Fabok, qui sont très détaillés, ultra expressifs. Là on est sur des lignes plus fines, plus brutes, je dirais, plus sauvages, mais qui collent parfaitement finalement au dessin de The Blizzard, qui se veut être dans un lieu reclus avec bien évidemment du blizzard, le froid, et qui colle parfaitement à cette ambiance glaciale, brute, et que je trouve vraiment magnifique. Voilà par exemple une des planches que je trouve assez belle. Sur cette partie-là de The Unnamed, on est sur quelque chose d'assez agréable. Ensuite, on va passer à la partie futuriste. Alors, la partie futuriste, mon Dieu, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Que c'est beau, parce que Rook Exodus, ok, c'est encore Geoff Jones à l'écriture. Voilà, c'est beau parce que c'est Jason Fabok. J'avais oublié quand même Brad Anderson, qui est le coloriste sur Geiger, sur Redcoat également, c'est Brad Anderson. Et en fait, Brad Anderson, lui aussi, très bon coloriste, qui a accompagné souvent Gary Frank ou Jason Fabok. Donc c'est pas anodin de le retrouver à la couleur. Rook Exodus, on est sur une terre alternative, Exodus, qui a été choisie puisque en fait la Terre au 22e siècle, elle est quasiment inhabitable, voire totalement inhabitable, puisqu'il fait trop chaud, toutes les récoltes ont été consommées. Il y a un vrai contexte écologique de dire, voilà, si on continue ainsi comme c'est maintenant, voilà la Terre à laquelle elle ressemblera au 22e siècle. Et donc l'idée, c'est de se dire, on a les capacités de s'exporter et d'aller dans l'espace, ce que l'on va faire, c'est qu'on va trouver une Terre qui peut être, une planète, pardon, qui peut ressembler à la Terre, Exodus, là en l'occurrence, et on va la terraformer. Et donc, le personnage principal que l'on va suivre était, fermier sur la Terre. Il avait repris la ferme de son père et suite à un drame, il va s'engager pour justement être dans la patrouille sur Exodus et devenir un de ses patrouilleurs, un de ses bergers. Alors pourquoi berger? Puisque en fait il porte un casque comme vous pouvez le voir ici, et dans ce casque ils vont être liés à des animaux. Ici notre personnage principal va être lui relié au corbeau, soit Raven, et donc on va avoir tout un tas de bergers qui vont être liés à différents animaux, le loup, l'ours, etc., etc. Et donc ce qui va se passer sur Exodus au moment où on va rentrer dans l'histoire, c'est que finalement, la terraformation qui avait été entreprise par l'entreprise privée qui envoyait les gens sur cette planète s'est arrêtée. Et en plus de cet arrêté, finalement, ce qui se passe, c'est que la planète part totalement à l'abandon. Et donc, comme la terraformation est partie, finalement, la majeure partie de la population est partie. Le seul problème, c'est que derrière, ça a créé de l'instabilité, notamment sur les animaux qui ont été importés. Et finalement, cette colonisation imparfaite de la planète va entraîner un trouble, ce qui fait que les bergers qui sont encore présents, qui ont en visu qu'ils vont repartir avec l'entreprise, a priori devrait venir les rechercher, et bien en attendant, ils sont les derniers à rester pour maintenir un semblant d'ordre sur cette planète. Comme toute planète où il y a des soucis, eh bien, certaines personnes vont vouloir prendre le pouvoir, d'autres vont les protéger, et finalement, on va se retrouver sur un pseudo
Justice League des bergers face à un ennemi commun qui est le berger ours, qui est un berger qui a pris énormément d'ampleur et qui veut exterminer les autres bergers. Et pendant ce temps-là, il y a une vraie remise en question aussi de notre berger principal, qui va vouloir essayer de s'enfuir puisqu'il a compris que finalement l'entreprise ne viendra pas. Et finalement, à partir de là, on a ce statu quo où ce berger-là, on va le suivre. Il va avoir énormément de doutes. C'est pas un berger qui est relié énormément à ses animaux, alors que d'autres sont beaucoup plus en osmose, comme son ami qui est berger phacochère. Et donc, il y aura une question bien évidemment de comment il va être en osmose avec ces animaux, comment ils vont réussir à battre Ours, qui est vraiment le super ennemi, avec à l'intérieur des scènes d'action assez monumentales dans un univers post-apocalyptique mais un peu futuriste, avec toutes ces questions écologiques tout autour. Le scénario est très bien géré encore une fois par Geoff Jones. Ça nous apporte des choses, ça nous donne à réfléchir sur, bien évidemment, principalement l'écologie, mais pas que, également sur comment dans une terre colonisée, comment tout ça peut partir en freestyle sur le simple fait qu'une entreprise s'est imposée d'aller terraformer une terre alors que voilà, c'est juste inconcevable. Enfin bref, toutes ces données-là portées par un dessin de Jason Fabok qui est juste incroyable. Vraiment du très très grand Jason Fabok. Et je regrette même de ne pas l'avoir pris en noir et blanc. La seule chose pour laquelle je suis content quand même de l'avoir pris en couleur, c'est la colorisation de Brad Anderson qui est vraiment superbe et qu'il faut quand même mettre en avant. Voilà une des superbes pages entre le berger loup, enfin la bergère loup et le berger corbeau. C'est incroyable, chaque planche est à déguster, les scènes de combat sont mémorables, les animaux sont extrêmement bien dessinés, on en prend plein les mirettes, et donc que ça soit au niveau du dessin, au niveau du scénario, on a quelque chose de vraiment équilibré. Là encore, je vais me répéter, mais que Geoff Jones et Jason Fabok aient déjà travaillé ensemble et que là, Geoff Jones ait en plus la liberté de pouvoir faire ce qu'il veut, ça se ressent en fait. Ça se ressent que le scénario avance, que on a des prises de liberté, des prises de position qui sont bien faites, avec un dessin qui sert le scénario et un scénario qui sert le dessin. Une véritable osmose en soi entre les deux. On prend plaisir à le lire. Et on prend tellement plaisir à le lire que moi, j'attends vraiment le numéro 2 pour savoir quelles vont être les suites sur Exodus, alors que fondamentalement, c'est une planète dont je me fiche. Mais j'ai envie de savoir comment ça évolue et surtout comment Rook Exodus va surtout être relié à cet univers Ghost Machine. Parce que pour le moment, on n'en a pas parlé, mais The Unnamed, il y a un moment ou un autre où ils vont être en relation et ils vont se retrouver dans cet univers The Unnamed. Je ne sais pas par quelle manière, mais ils vont se retrouver, c'est quasiment plus ou moins ce qui est sous-entendu quand même par Geoff Jones. Rook Exodus, est-ce que les deux univers vont être totalement différents? Ça, j'ai pas la réponse, peut-être que d'autres vont avoir la réponse qui sont mieux informés que moi là-dessus, mais justement, ça serait intéressant de voir comment on pourrait relier tout ça. On va passer à la partie horrifique. Sur la partie horrifique, c'est Hyde Street. Hyde Street, c'est en fait une rue où tous les gens qui ont péché, alors selon différents degrés de péché, mais bon, les premiers degrés de péché sont quand même assez hardcore, où les premiers degrés de péché vont être pris en charge par des gens qui eux aussi ont péché. Les âmes damnées peuvent essayer de se racheter en ramenant au compteur. Alors le compteur, c'est un être un peu surnaturel et on comprend pas bien qui c'est, et je pense que c'est voulu et on va en savoir plus dans l'histoire, mais quand vous ramenez 10 000 âmes au compteur, eh bien le compteur libère votre âme et vous pouvez en tout cas laver de vos péchés. Et donc Hyde Street, ça va être effectivement un conte plus ou moins horreur, avec des personnages d'horreur. On a un monstre qui se pourrait s'apparenter à Frankenstein, on a un gosse qui est finalement le pire de tous, et je trouve que ce contre-pied de prendre un gosse qui est finalement le pire des monstres pour essayer de damner les âmes, c'est super bien fait. Ça traite de sujets quand même qui sont pas toujours évidents à traiter, mais qui, par le prisme de l'horreur et de se dire qu'on est sur Hyde Street et que sur Hyde Street, finalement, quasiment tout peut être permis, eh bien, on va parler de meurtre, de vol, de grossophobie, de toutes ces choses
qui finalement trouvent un écho et permettent un deuxième niveau de lecture en se disant ah bah oui, ça c'est anormal, ça c'est pas bien comme situation. Alors, bien évidemment, on s'en doute, mais de jeter un prisme, de se dire pourquoi les gens pourraient se retrouver dans le péché et de nous renvoyer plus ou moins à nos propres péchés également, sans que ça soit non plus trop une introspection, attention. Ça reste quand même un scénario, ça reste du divertissement. C'est traité de manière fine, et je pense que l'idée derrière tout ça, c'est bien évidemment de donner un côté horrifique, ça c'est réussi, et également en plus de ce côté horrifique et un peu malsain, un peu noir, c'est effectivement de traiter de sujets qui ne pourraient pas être traités dans les autres séries, par exemple The Unnamed, compliqué de parler de ça, ou sinon sur le prisme d'un méchant, et encore c'est compliqué de l'amener. Là c'est plus facile puisque vous allez damner les âmes de gens qui ont fait des péchés, et parmi les péchés, eh bien les péchés les plus graves comme le viol ou la pédophilie ou autre chose, ou le vol, ou bien évidemment de tuer quelqu'un, et bien ça effectivement il n'y a pas de doute, ce sont des péchés les plus capitaux. Donc ce prisme permet d'évoquer des sujets très graves, permet de mettre en lumière ces sujets graves, et de donner aussi ce côté de comment absoudre ces péchés. Alors ce qui est très marrant aussi, c'est le jeu entre les différentes personnes pour essayer de gagner les âmes, comment elles vont se combattre pour essayer de choper les âmes et gagner ces âmes-là. Avec différents personnages, Monsieur X-Ray, bien le môme, Madame Bienfaite aussi, le monstre mutique, voilà. Tous ces personnages-là ont vraiment chacun une singularité qui est très très bien traitée là aussi, et ça reste en fait quelque chose qui est très agréable à lire, qu'on lit hyper facilement, avec en plus un tie-in sur justement cette Madame Bienfaite. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont, je trouve, très bien traitées là-dedans, très marrantes justement ce tie-in, et je trouve très très bien fait pour parler d'un sujet qui est quand même assez important, encore plus aux États-Unis, je pense, mais globalement dans les sociétés occidentales, c'est le rapport à la nourriture, le rapport à l'obésité, mais également à l'anorexie, deux éléments essentiels qui sont, je trouve, très bien traités via le prisme de cette Madame Bienfaite, que je vous laisserai découvrir. Et puis au dessin, on a quelqu'un qu'on connaît évidemment, puisque là aussi grand dessinateur chez DC, qui est Evan Reyes. Evan Reyes qui est là aussi un ami de Geoff Johns, qui a un dessin qui, je trouve, se rapproche dans quelques traits forcément Evan Reyes, mais de Jason Fabok ou de Gary Frank, avec cette hyper expression qui colle parfaitement, là encore, au scénario. Alors j'aimerais bien vous montrer le gosse parce qu'il me fume, il est très très fort ce gosse. Il a une tête, on dirait qu'il est mignon, mais alors par moments il se... là on le voit mieux sur la tranche, il est vraiment super intéressant. Et voilà, Hyde Street, ça remplit le rôle du côté horrifique, mais ça va un peu plus loin que ça. Et pour tout ça, ce premier numéro est vraiment hyper intéressant à lire. Comme je vous le disais, sur le 4e univers, je ne vais pas m'étendre. Je vous laisserai aller le découvrir peut-être en VO et m'en parler si... D'ailleurs, vous l'avez lu, mais j'attendrai de l'avoir en VF pour pouvoir me prononcer. Alors, je vous tire la jambe depuis pas mal de temps maintenant, mais ça valait le coup parce qu'il y avait beaucoup de choses à voir. Finalement, quelle est la conclusion de ce Ghost Machine? Eh bien, la conclusion pour le moment, c'est qu'on a des titres où on sent la liberté dans la scénarisation de la part de Geoff Johns, où il peut faire tout ou à peu près tout. Et à chaque fois, c'est traité selon des angles vraiment différents, selon que vous êtes dans certains univers ou pas. L'univers The Unnamed permet de garder un pied sur terre, mais en même temps d'avoir ce côté héroïque, qui va être finalement la transition la plus simple. Si vous êtes des gens qui font énormément de super-héros, vous allez retrouver ce côté héroïque, mais en même temps cette transition vers un héros malgré lui et un héros inconnu, comme le désigne le nom The Unnamed. Et finalement, c'est ce qui va être le plus terre-à-terre, et finalement aussi ce qui va être la porte d'entrée la plus simple. Et je pense que Geoff Johns, quand il a fait cet univers, il l'a conçu comme ça, et ça s'en ressent. Au niveau des scénarios, au niveau des dessins, il n'y a aucun problème, on est bon. L'univers Rook Exodus, ça va plutôt parler aux personnes qui
ont envie de se projeter dans des univers futuristes, dans là aussi des questions qui pourraient être des questions qui vont nous toucher, la question de l'écologie, la question de comment s'exporter sur une exoplanète, comment, voilà, toutes ces questions plus futuristes qui vont toucher peut-être des gens qui vont se projeter sur des aventures plus galactiques, des choses un peu plus futuristes. Et la dernière partie sur Hyde Street, et notamment cet univers horrifique, qui va là plutôt plaire aux gens qui aiment les séries d'horreur, tout simplement, hein, les séries un peu dark, mais aussi, je trouve, les gens qui cherchent un récit vraiment très mature, où on peut traiter de sujets qui sont souvent des sujets parfois difficiles à traiter, parfois tabous, au niveau de la société tabou. Là, je trouve que c'est très bien traité, c'est traité sous le prisme de l'horreur, avec des personnages qui ont vraiment une singularité, et je trouve que c'est finalement peut-être le terme qui définit le mieux cet univers Ghost Machine, c'est la singularité de chacun des personnages qui vont être créés par Geoff Johns, où vraiment, je trouve que le travail a été remarquable sur la scénarisation, que le travail a été remarquable sur comment créer des personnages qui vont être des personnages à part entière et qui finalement vont se rapprocher d'aucun autre personnage qu'on peut connaître. Ça, je trouve que c'est extrêmement bien fait, même s'il y a des inspirations, hein. Le monstre qui ne parle pas, c'est une inspiration très forte à Frankenstein. Bien évidemment, on ne peut pas le nier qu'il y a des inspirations, mais il a sa singularité et son histoire est vraiment très bien traitée. Donc, Geoff Johns a réussi le pari sur Ghost Machine à créer une singularité d'un univers qui a toutes les chances de s'étendre, je trouve. Je remercie Urban de l'avoir édité en France, et j'espère aussi par cette vidéo vous avoir convaincu que, si ce n'est tous les titres, parce que tous ne peuvent pas forcément vous plaire ou vous attirer, mais qu'au moins certains des titres attireront votre attention et vous donneront envie d'aller plus loin. Je l'espère, puisque cet univers Ghost Machine, en conclusion, c'est vraiment une petite pépite, et Urban a eu l'intelligence de le faire un peu comme je vous parlais il y a quelques temps de l'univers avec les Transformers, l'Energon Universe, donc les Transformers, G.I. Joe, Void Rivals. Cet univers-là aussi a vraiment sa singularité. Et bien, dans l'univers Ghost Machine, il y a une très grande singularité qui me semblait important de vous présenter, que j'aimerais, ou que voilà, j'ai aimé vous partager, et j'espère que ça s'en ressent. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. J'aimerais bien savoir ce que vous pensez de cet univers Ghost Machine. Savoir peut-être que je suis le seul à vraiment aimer cet univers et que globalement, voilà, je me suis hypé pour rien. Ou s'il y a des titres qui vous ont paru peut-être un peu moins bons que ce que j'évoquais. Et puis surtout de me dire, pour ceux qui ont lu John Carjo, ceux qui ont lu aussi en VO notamment la partie de Peter G. Tomasi, me dire est-ce que ça vaut le coup également. Et puis je pense que le prochain assage, ça sera John Carjo. Redcoat va sortir, il y a un deuxième numéro qui sort en février. Voilà, Urban a quand même mis aussi les moyens pour éditer les suites, donc on va avoir les suites de ces numéros-là. Donc si une de vos préoccupations aussi de savoir est-ce qu'on va avoir les suites, bien évidemment pour Rook Exodus également, et Rook Exodus d'ailleurs je vous conseille de le lire vraiment en noir et blanc, c'est magnifique. C'est aparté fait, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolé, elle est un peu longue, mais traiter tous ces numéros d'un seul coup, c'était un peu hardcore. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à vraiment parler de cet univers Ghost Machine avec vos potes, avec de la famille, avec qui que vous voulez, mais vraiment de le partager. Et puis, n'oubliez pas, pour me soutenir, le pouce bleu, le partage, commentez aussi pour me dire ce que vous en pensez. Et ben voilà, je crois que je vous ai tout dit. Et ben il me reste juste à vous dire bonne soirée et à très vite. Portez-vous bien. Viens voir le docteur.